Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast Dans mon micro, les artistes partent en live. Le podcast consacré aux artistes, à leurs rêves, leur parcours. Pour ce nouvel épisode, je reçois le chanteur et musicien multi-instrumentiste Thomas Simon Sadier. Thomas est un musicien, passé par le conservatoire d'Annecy où il fera ses gammes au piano, à la guitare. C'est la musique indienne qui va également l'inspirer. Il va en apprendre les codes, les couleurs, le toucher, l'âme de cette musique. Il va s'approprier cette musique en apprenant à jouer des instruments typiques de cette culture, notamment du sitar et des tablas. En parallèle, c'est tout un univers qu'il va se construire autour de la musique, en développant de nombreux projets artistiques à la fois pop, rock psychédélique, électro, new wave et jazz. À travers cet entretien, nous allons en apprendre un peu plus sur ce musicien touche-à-tout, passionné par les notes, par le son, cet explorateur de la musique qui a choisi un jour de quitter ses montagnes alpines pour aller s'exiler au Canada, à Montréal. Alors Thomas, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation pour cet épisode. Bonjour Pascal, merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. Pour commencer cet entretien, on va parler des rêves. Et pour parler des rêves, on a un petit jingle. Dreams are my reality. Qu'il est bon de se replonger dans ses premiers rêves d'enfant qui parfois nous suivent et nous poursuivent jusqu'à l'âge adulte. Alors, à quoi ils ressemblaient ces rêves chez le petit Thomas Simon Sadier ? C'est une super question, vachement compliquée. Moi j'ai toujours rêvé de musique en fait depuis que... Même dans mes souvenirs les plus anciens, j'ai toujours voulu faire de la musique. Et donc j'ai toujours rêvé de faire de la musique, faire des concerts, monter des groupes, les tournées, tout ça. C'est vraiment ce qui m'a motivé en fait à choisir cette vie musicale. Et à partir de quel âge finalement le rêve il est devenu réalité ? Alors moi j'ai vraiment commencé à faire de la musique sérieusement à partir de 13 ans. Et j'ai jamais arrêté depuis. J'ai fait un lycée musique, j'ai fait un bac musique, j'ai fait licence, master, thèse. J'ai fait que de la musique à partir de 13 ans. Donc voilà, vivre ses rêves si on peut dire. On va évoquer justement ton parcours artistique dans la musique. Je le disais donc en introduction, tu es passé donc par les bancs du conservatoire classique à Annecy pour apprendre le piano, la guitare. Oui. Et puis par la suite, c'est la musique indienne que tu as envie d'explorer. Alors justement, parle-moi de ce parcours musical et de ses influences. Comment il s'est construit ce chemin à travers la musique ? C'est une bonne question ça, qui va demander quelques heures. Alors, j'arrive pas à choisir une musique, j'arrive pas à choisir un style, j'arrive pas à choisir un instrument en fait. J'ai dévoré la musique. Dès que j'ai commencé, tout m'a intéressé, la guitare, la basse, le piano. J'ai commencé à être collectionneur très très tôt en fait d'instruments de musique et petit à petit tout a énormément grandi et la musique indienne, j'ai découvert ça à 17 ans, ça m'a énormément intéressé en fait de me rendre compte qu'il y a d'autres cultures, il y a d'autres mondes musicaux avec d'autres bestiaires d'instruments, avec d'autres règles musicales, d'autres buts, et c'est incroyable en fait parce que c'est comme c'est découvrir l'autre en fait qui est intéressant à travers la musique aussi, c'est comprendre comment les cultures évoluent, comment le rapport à la musique est différent de la culture occidentale à la culture arabe ou la culture indienne ou la culture iranienne. C'est extrêmement intéressant en fait, moi c'est ce que j'aime. Et justement, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette musique indienne ? Alors je vais te raconter une très belle histoire. J'étais fou amoureux de la prof de français quand j'étais en première. Et un jour elle m'a dit moi j'adore la musique indienne, et moi j'ai dit mais je sais jouer du sitar indien, ce qui n'était pas vrai évidemment. Et du coup elle me dit faudrait que tu ramènes ton sitar un jour. J'étais là ouais, je lui ai ramené, et du coup j'ai fait un stage chez un luthier qui s'appelle Lucas Heuve, qui est luthier à Ville-Lagrand, qui est un de mes meilleurs amis, et il connaissait un gars qui vendait des sitars et qui donnait des cours de sitar. Donc en fait j'ai pris des cours de sitar et j'ai appris cette musique uniquement pour essayer de séduire la prof de français. Ça a pas marché malheureusement, parce que si j'avais réussi j'aurais été président de la République française, mais voilà, tu vois, ça a commencé comme ça sur un quiproquo, un malentendu, et en fait je me suis super intéressé à ça parce que du coup j'étais plus le guitariste du lycée, tu vois, je jouais d'un truc hyper étrange et gigantesque avec 17 cordes que personne ne comprenait, et voilà, j'avais ce côté hippie qui jouait du sitar à 17-18 ans. Et j'ai continué en fait, je suis devenu assez dingue de cet instrument que j'adore utiliser. Maintenant j'ai des sitars électriques que j'utilise avec des pédales d'effet de guitare, de la wah-wah, du délai, ça crée des sons super cool. Et donc voilà, ça a commencé comme ça pour séduire la prof de français. Qu'est-ce que tu y puises comme inspiration dans cette musique indienne ?
En fait, il y a une énorme différence entre la musique indienne et la musique occidentale sur plein de points. Mais en fait, nous, par exemple, pour donner un indice de comparaison, nos instruments sont très compliqués à apprendre. Mais notre système musical est assez simple, en fait. Quand tu regardes une chanson, c'est trois accords, la mineur, sol, do, tu vois, c'est des trucs assez simples, en fait, en général. Alors qu'en Inde, c'est totalement différent. Les instruments sont très faciles à apprendre, c'est pour ça que beaucoup de musiciens indiens sont multi-instrumentistes. Mais leur système musical, qui a plusieurs millénaires et d'une complexité assez dingue. Il y a des mélodies extrêmement émotives, mais extrêmement savantes, extrêmement calculées. Donc c'est extrêmement intéressant quand j'ai plus d'idées musicales, quand je sais plus quoi faire pour mes chansons ou d'autres genres, je vais puiser dans la musique indienne certaines gammes, certains rythmes qu'on appelle les talas. Parce qu'en fait, en Inde, ils ont des rythmes qui vont de 3 temps jusqu'à 103 temps, avec d'autres marqueurs rythmiques, d'autres accents, d'autres temps forts. Et c'est extrêmement intéressant parce que c'est extrêmement riche, donc tu t'ennuies jamais, il y a toujours un truc à récupérer. Et dans tout ton parcours musical, est-ce qu'il y a des artistes qui ont été pour toi des vraies influences? Ah ouais, moi il y a des trucs qui m'ont retourné quoi. Ben, comme tout le monde, c'est quand t'es ado, Kurt Cobain, ça change ta vie quoi. Quand j'ai acheté le disque Nevermind et que je l'ai mis dans le lecteur CD pour la première fois, ça a été un tournant important. Après il y a eu Brassens, tu vois, genre je suis un grand fan de la Sainte Trinité que sont Brel, Brassens et Ferré, tu vois, en termes de texte, en termes de ouais, de choses à dire. Il y a toujours il y a beaucoup d'artistes qui m'ont extrêmement euh, influencé Petrucciani par exemple. Quand j'ai découvert Michel Petrucciani quand j'étais dans ma grande période jazz, ça m'a estomaqué quoi. Donc ouais, j'ai énormément d'influences assez variées en fait. Je peux autant écouter Anushka Shankar, la fille de Ravi Shankar, que écouter les Beatles ou écouter de la chanson française. Je suis un grand amoureux de chansons françaises très classiques, Anne Sylvestre, Barbara, tout ça. Donc ouais, tu résumais ça simplement, je dirais qu'il y a quand même ouais, une petite brochette d'artistes. Mon top 5 serait quand même ouais, Jacques Brel, Petrucciani, les Beatles évidemment, mais aussi les Brian Johnson Massacre par exemple qui m'ont énormément influencé dans ma vision que j'avais de la création musicale. Il y a aussi Biolay, j'aime beaucoup Biolay pour la façon dont il arrange ses chansons, la façon dont il fait des choses. Bon, je suis beaucoup moins fan des derniers albums, mais Trash Yéyé et La Superbe, c'est des albums qui m'ont beaucoup marqué. Donc voilà, il y a aussi Miosek, j'aime les chanteurs avec des voix malades. Donc voilà, je dirais un peu ces artistes-là qui ont façonné ma créativité, ma vision de l'art musical. Donc des influences assez variées et finalement c'est un peu à l'image aussi de ton univers qui est à la fois jazz, rock psychédélique, new wave. Tu es tourné aussi vers la musique indienne, donc on le disait. Et je lisais dans un article que tu définissais ton œuvre comme étant polymorphique. Alors, qu'est-ce qui te plaît finalement dans le fait de ne rentrer dans aucune case? Bon, déjà, t'as une liberté en fait que t'as pas quand. Bah, en fait, j'ai plusieurs projets solo, je joue dans plusieurs groupes, je joue dans plein de trucs. Je travaille avec plein d'autres projets aussi, des fois en tant que producteur ou juste instrumentiste. Mais en fait, ce qui m'intéresse, voilà, c'est la liberté de pouvoir de faire ce que je veux, puis aussi d'avoir des périodes où je me consacre à tel projet beaucoup plus qu'à d'autres, où j'ai la chance de... Et voilà, et chaque projet se nourrit les uns des autres, et c'est une sorte Comme si tu jouais à ricochet dans l'eau avec une pierre, seulement tu jettes plusieurs pierres, tu vois. Donc tu peux voir vraiment où ça va, et chaque projet nourrit l'un et l'autre, et des fois il y a un morceau que je fais pour tel projet qui va aller dans l'autre, et ainsi de suite. Ça me permet d'avoir aussi un côté un peu délimité, tu vois. Thomas Simon Sadier, c'est vraiment mon projet chanson, même si je fais des fois un peu de musique instrumentale avec. Oppenheimer's Elevators, c'est vraiment mon projet post-rock, très montréalais. Lesbian Speed Dating, c'est mon groupe très Beatles, tu vois. Donc j'ai vraiment différents projets qui me permettent de faire tout ce que j'aime et de classifier en fait. Parce que si je sortais tout sous mon nom, ce serait un joyeux bordel, mais je pense que peu de gens s'y retrouveraient en fait. Et finalement, dans tous les styles que tu explores, est-ce qu'il y en a un qui te ressemble le plus ou pour lequel tu as un attachement plus spécifique? Ben moi en fait je suis très chanson. Je pense que ça c'est dû à mon héritage familial. J'ai une famille qui est très chanson, qui est pas du tout rock. Tu vois, j'ai pas des parents qui écoutent les Stones ou
Tu vois, mon père a jamais écouté Jimi Hendrix. Mais voilà, je viens vraiment d'un monde de la chanson. Et en fait, tu vois, quand j'avais 14 ans, j'aurais aimé être un rocker avec des longs cheveux et des leggings léopard qui fait du heavy metal. Mais c'est pas vraiment moi, tu vois. Donc en fait, voilà, j'ai différents styles que j'aime. Je voyage un peu là-dedans. Et ça me permet de découvrir la musique de manière très large. Et c'est ça que j'aime en fait avec ma vie. Ouais, donc il n'y en a pas forcément un qui te ressemble le plus. Ouais, ben, je dirais la chanson, c'est vraiment mon style numéro un, mais après, c'est vrai que ben, j'aime le rock psyché, parce que voilà, je suis un hippie dans l'âme, j'aime aussi le post-rock, parce que j'aime bien le rock instrumental, je suis fan de Exploding in the Sky, ou Godspeed, ou Mogwai, donc ouais, moi, dès que j'écoute un truc et que ça me plaît, j'ai envie de reproduire le style, j'ai envie de refaire des choses, donc peut-être que demain, je ferai un d'autres styles de musique, je sais pas encore, et c'est ça qui est merveilleux, tu vois, de pas savoir vraiment où on va. Par la suite, en parallèle à tes activités artistiques, en France, quand tu étais en France, tu avais développé de multiples projets. Tu avais créé aussi un studio de production et tu avais créé un label indépendant. Tu es vraiment Ouais. un véritable touche-à-tout. Alors, qu'est-ce que la création de ce label t'a permis de développer à l'époque? En fait, le but, ben, c'était un label qui s'appelait PTP Records, qui a duré 5 ans. Le but, c'était vraiment de... Ben, moi, j'étais basé à côté de La Roche-sur-Foron. Le but, c'était vraiment de développer ben, voilà, la musique dans la vallée de l'Arve. Parce que je trouve qu'il y a... Je trouvais et je trouve toujours qu'il n'y a pas de labels qui font ce qu'on appelle du artiste et développement. Les Anglais sont très forts pour ce genre de trucs. Ils ont beaucoup de mini-labels qui ont pour but de développer des artistes, tu vois, de leur donner des cours, leur apprendre, leur faire faire des petites scènes à gauche, à droite. Amy Winehouse, par exemple, elle est passée par ce genre de truc. Et je trouve qu'il n'y a pas ça chez nous, tu vois. Il y a personne qui prend les artistes par la main pour leur expliquer comment répéter, comment améliorer leurs chansons, comment tourner, comment booker, comment développer un projet. Et moi, voilà, j'avais créé ce label PTP Records avec mon meilleur ami voilà, pour faire ça, pour combler ce vide en fait. Parce qu'en fait, en Haute-Savoie, et surtout dans la vallée de l'Arve, on a une énorme concentration d'artistes, on a une grosse concentration de gens qui veulent faire des choses et tout. Mais il y a personne pour les aider en fait. Soit il y a des trucs pro tout de suite, soit c'est de l'indépendantisme ou de l'amateurisme. Donc c'est vrai que voilà, moi je voulais combler ce vide en fait. C'était le but du label. Et ça a duré combien de temps, cette histoire? 5 ans, ça a duré 5 ans, de 2000... Enfin, ça a duré un peu plus longtemps, mais on avait vraiment une structure établie et un lieu et un studio de 2014 jusqu'à janvier 2020. Après, c'est là où tu es parti au Canada, juste après, non? C'est là où je suis parti à Montréal, ouais, je suis là depuis janvier 2020. Alors, tu as produit et composé de nombreux albums et EP à travers ces années. Je voudrais qu'on s'arrête sur cet album, Une certaine idée de la France. Un album Mhm. qui mélange les ambiances, les sons, les univers, un son très enivrant, un peu mélancolique, où l'on entend des voix connues. Je pense notamment, tu disais tout à l'heure, Jacques Brel, j'ai reconnu aussi Françoise Sagan, entre autres. Toi qui as quitté la France pour t'installer au Canada, est-ce que dans cet album, il y a une certaine forme de nostalgie du pays ou alors c'est un hommage à tes racines? Ouais, c'est un peu les deux. En fait, j'ai commencé à composer cet album un peu avant de partir, parce qu'il était vraiment enregistré entre la France et le Canada. Et je voulais faire ouais, une sorte de bande-son de la France en 2019-2020, tu vois, avec, je sais pas comment dire, ouais, c'est une sorte d'hommage, une sorte de réflexion sur ce qu'a été la France pour moi, tu vois. Il y a une référence à Romain Gary, il y a des références à Marguerite Duras, à Jacques Brel. Il y a tout ça, en fait, tout ce qui m'a nourri de mon côté très franchouillard, en fait, parce que quand je suis arrivé à Montréal, je me suis rendu compte, en fait, à quel point j'étais français, tu vois. Et c'est dingue de se rendre compte à quel point enfin, les Québécois trouvent qu'on est vraiment formatés, nous les Français, par notre culture, mais c'est vrai, en fait, on est formatés par notre côté français. Ça se Et traduit comment c'est ça, du coup? ah bah on fume des clopes, on n'est jamais content, on fait la gueule et, et on râle tout le temps, ce qui est pas le cas ici, tu vois, c'est-à-dire que au Québec, ben les gens sont pas comme nous, tu vois, ils râlent pas, c'est une autre mentalité, c'est une autre manière de vivre aussi. C'est très civique, c'est assez différent et je me suis rendu compte à quel point j'étais français et c'est vraiment ce que les gens se rendent compte dans la rue, les gens disent ah, toi t'es français. Ouais, je fume des cigarettes et je suis pas content parce que mon métro est en retard de 5 minutes. Mais voilà, tu vois, c'est vraiment notre côté. Voilà, c'est un peu une sorte de patchwork de ma culture française en fait. Et qu'est-ce qui t'a poussé à Je veux dire. t'exiler au Canada? Alors, ça fait longtemps que je voulais partir au Canada.
Ça fait vraiment depuis les débuts des années 2010 que j'y pense. J'avais essayé de venir faire des études ici, enfin c'est plein d'histoires à raconter là-dessus aussi. Pourquoi j'ai voulu partir au Canada? Bah en fait déjà le truc qui m'a toujours un peu énervé dans la scène musicale française et aussi suisse, parce que je suis très copain avec une grosse partie de la scène de Genève, c'est le côté la mort du français. Je trouve qu'on a de plus en plus l'anglais domine en fait dans la création musicale en Suisse majoritairement, et puis en France ça commence vraiment à se faire ressentir. Et en fait j'aime le côté défense du français, alors qui est un peu un mythe, hein. Je veux dire, Montréal c'est une ville très bilingue, faut vraiment sortir de Montréal pour avoir cette défense patriotique francophile québécoise. Mais voilà, moi je suis venu là pour le côté francophone, et aussi parce que voilà, j'ai toujours voulu aller vivre à l'étranger en fait. C'était un rêve de gosse, tu vois. Je me suis toujours dit j'irai vivre quelques années à l'étranger, et donc voilà, on est parti avec mon amoureuse à Montréal, et malheureusement on est arrivé en même temps que le Covid-19. Donc on a passé 2 années joyeuses. Nous on avait vraiment été bloqués pendant 2 ans. C'était pas du tout les mêmes restrictions qu'en France. C'était très strict, et en plus les Québécois sont pas du tout comme les Français. Quand on leur dit ne sortez pas, ils sortent pas. Et quand on leur dit allez vous faire vacciner, tout le monde est allé se faire vacciner. Donc c'est vrai que c'est une autre mentalité. Et en plus, bon, on va pas se le cacher, les Québécois sont spécialistes de la délation. Donc dès que t'essayais un peu de franchir la limite, la police venait chez toi te mettre une amende. Donc, euh, donc voilà, c'était très spécial. Du coup, c'est vrai que ça fait que 1 an à peu près que je découvre vraiment le Québec. Mais voilà, c'est extrêmement formateur de s'expatrier dans un pays où finalement t'es bloqué chez toi pendant 2 ans. Ce qui m'a permis de faire plein de musique en fait. Je veux dire, si j'avais pas eu ça, j'aurais pas fait Oppenheimer's Elevators, j'aurais pas fait les Lesbian Speed Dating. Il y a plein de trucs qui ont été cool dans ce confinement, parce que voilà, je suis venu avec mon studio d'enregistrement, donc j'étais chez moi et je faisais que de la musique, tu vois. Oui, j'ai vu que 2020, ça avait été vraiment une année prolifique, en tout cas pour toi, hein, parce que j'ai vu que tu avais composé de nombreux albums et des EP pendant cette période. Ouais, ça c'est le rêve un peu de tout le monde quand t'es musicien, tu vois, tu dois quand même courir partout, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses que tu fais pour gagner ta vie. Et c'est vrai que ouais, le fait d'être bloqué chez soi et de se dire ah, j'ai le temps, tu vois, je peux me lever à 8 heures et faire de la musique toute la journée, et je sais que ce sera pareil demain. Moi j'ai beaucoup aimé le début. La fin, je t'avoue que j'en pouvais plus, j'étais au bord du meurtre. Mais c'était cool quoi de pouvoir faire beaucoup de musique. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais exactement au Canada? Mis à part tes projets musicaux, est-ce que je crois savoir que tu es prof aussi, c'est ça, non? Ouais, alors en fait, voilà, je t'explique. Moi, je suis venu ici pour faire un postdoc à l'origine, donc faire des études après le doctorat, parce qu'en fait, j'aimerais enseigner à la fac, ce qui est vachement compliqué de nos jours, et ce qui est vachement compliqué au Canada, parce que j'ai fait une thèse sur l'appropriation musicale, et vu qu'ici c'est le mouvement woke qui domine, je suis un énorme raciste pour les universités américaines, parce que j'ai étudié l'appropriation musicale et l'appropriation culturelle, donc c'est assez compliqué. Mais voilà, moi je suis venu là pour faire un postdoc, donc là je suis un peu en recherche de poste universitaire, tu vois. Là je suis en train de candidater pour un poste, par exemple, à l'université de Montréal. Je cherche un poste universitaire principalement, ou à faire un postdoc. Mais surtout, ouais, je suis prof, donc là je travaille dans un collège français international qui s'appelle Stanislas, où je suis responsable de chorale et de cours de musique, donc j'enseigne à des enfants. Je fais un peu de tout, je fais des ateliers musique indienne avec les primaires, je fais de la chorale avec les collégiens, je fais un peu de cours parfois avec les lycéens. Donc voilà, je fais ça. Puis je suis en train de monter un label aussi qui s'appelle Namaskar Records. Donc là, je suis en train un peu de chercher des gens avec qui travailler. Je commence à avoir quelques groupes avec lesquels on travaille, avec lesquels je travaille. Je commence à avoir aussi je fais pas mal d'événements. J'ai organisé un mini festival psychédélique l'année dernière sur 3 jours. J'organise des soirées, pas mal. Là, j'ai une amie française qui vient, je lui organise une tournée. Donc voilà, j'essaye un peu de faire des choses dans le monde de la musique à Montréal. Et puis ben, j'enseigne à côté, comme tous mes illustres prédécesseurs, Mozart, Beethoven et Jean-Sébastien Bach. On les salue d'ailleurs. Oui, j'espère qu'ils vont bien. Bah, j'espère bien. On va évoquer à présent, Thomas, ton processus de création. Comment tu travailles et composes un album? Alors ça dépend du projet, ça dépend de ce que je fais comme musique. Alors, si je fais de la chanson, j'écris le texte. Une fois que j'ai le texte, je trouve la musique.
Et après, je bosse les arrangements, c'est-à-dire que j'enregistre piano-voix par exemple, et puis je construis autour de la chanson. Les albums, en fait, j'essaye de faire des albums un peu dans le style de Gainsbourg, tu vois, une sorte d'album de chansons, mais avec un petit côté prog, tu vois, avec une sorte de thème dedans. Comme il y a une certaine idée de la France, tu vois, qui parlait de la France, il y a eu Exil toujours, mon deuxième album, où je parle du voyage, de l'exil, du fait de partir loin. Donc il y a ça. Après, si je fais de la musique instrumentale, ben là j'ai plus tendance à faire des albums pour Open Names Elevators, par exemple, qui sont une sorte de recueil de pièces instrumentales. Donc je compose une vingtaine d'œuvres instrumentales, 20-25, et puis j'en garde une dizaine ou une douzaine. Après, pour Lesbian Speed Dating, c'est différent. Là, vu que je bosse sur un truc très anglo-saxon, très pop, je fais la musique. J'écris les paroles, j'envoie ça à Lita Kira, qui est la chanteuse du groupe. Elle enregistre les voix. Après, j'envoie les pistes au bassiste, qui est à Genève. Il me fait les lignes de basse. Parce que c'est un projet un peu avec plusieurs musiciens à travers la planète. Donc, j'envoie les pistes, j'envoie les trucs. Et puis, les gens me renvoient ça. Donc, et puis après, je fais le tri. Mais c'est vrai que, voilà. Donc, chaque projet a un peu sa façon de travailler. Et ça me permet d'avoir plein d'idées. Et surtout, j'ai souvent une vision, en fait, de ce que je veux faire. Donc, par exemple, je trouve un titre à l'album, des fois, une fois que j'ai 4-5 chansons, je trouve un titre à l'album, j'écris le titre et je dessine un peu la structure de ce que je veux. Et petit à petit, je construis le squelette et la vision finale de la production se dessine. Et est-ce que dans ta musique, tout est écrit d'avance, ou alors parfois tu laisses toujours une part d'improvisation? Alors, ça dépend vraiment. Quand j'ai des projets de jazz qui sortent avec le label français Monsieur Charles Productions. Là, j'ai un album qui va sortir bientôt de électro-jazz indien, très étrange. Là, il y a de l'improvisation, où mon projet Temple Otium, par exemple, c'est uniquement de l'improvisation. C'est-à-dire qu'en fait, on a une mélodie, puis on enregistre, on improvise tout le temps. Donc, il y a de tout, tu vois. Il y a autant des parties très écrites, très arrangées, que des trucs ultra libres, où on sait pas où on va, mais on y va quand même. Préparant cette interview, et je pensais à l'improvisation parce que j'ai écouté l'album de musique indienne The Indian Jazz avec The Indian Jazz Corporation. L'album c'est Swing Raga Experience, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et alors moi je connaissais pas du tout cet univers, donc j'ai pris plaisir vraiment à l'écouter et il sonnait vraiment très très bien. Je trouvais que la rythmique était assez impressionnante. J'adorais, j'ai beaucoup aimé le batteur, en fait, le jeu du batteur qui était quand même qui était très fin en fait comme jeu, et c'était très agréable à écouter. Ben c'est un de mes délires, tu vois, de mélanger. J'aime bien le jazz, le bebop, et mélanger ça avec de la musique indienne, vu qu'il n'y a pas grand monde qui le fait. Voilà, j'ai un super saxophoniste, Oji, qui joue dessus, un très bon bassiste. Donc ça m'a vraiment permis d'avoir ouais, ce disque instrumental à la fois étrange, mais extrêmement familier, et puis très estival, en fait. Je trouve que c'est un disque que tu peux écouter sur l'autoroute en allant dans le sud de la France pour les vacances. Ça passe trop bien, quoi. Et je repensais aux albums instrumentaux, tu le disais tout à l'heure. Est-ce que quand tu décides de faire un album, tu sais déjà si ça va être un album instrumental ou comment tu choisis? Ouais, moi je sais déjà d'avance ce que je fais, en fait. Donc j'ai des dossiers sur mon ordinateur et je mets dedans chaque chanson par rapport à là où ça va. Et puis après, je fais le tri, quoi. Alors, est-ce que parmi tous ces albums et ces EP que tu as créés, il y en a un qui a une saveur un peu particulière ou qui est un peu plus symbolique? Ouais, ouais, il y en a plein parce que c'est des moments de ma vie, en fait, tu vois. Tu sais, on dit que l'Homo sapiens, c'est l'être qui se raconte, mais c'est un moyen pour moi de raconter des moments de ma vie, de raconter des sensations que j'ai eues, des impressions. Donc, ouais, ils sont tous un peu importants pour moi. Certains sont, ben, ouais, une certaine idée de la France. C'est un album, j'ai beaucoup travaillé dessus. Tu disais ce disque de jazz indien aussi. Voilà, celui-là a une saveur particulière parce qu'en fait, il est sorti sur le label d'un de mes profs à l'université. C'était mon prof de mixage, Fabien Lelarge, qui a son label Monsieur Charles, qui est un label de jazz, qui est un sous-label de Believe, donc c'est quand même un gros truc, tu vois. Je suis content d'avoir. Et voilà, et c'est cool pour le petit étudiant que j'étais, qui était très mauvais en mixage, hein, parce que quand je suis arrivé, tu vois, je viens quand même de Haute-Savoie, les montagnes, c'est pas le pays où tout le monde mixe, où on t'apprend ce genre de choses, donc j'étais très mauvais, et voilà, et c'est une sorte de consécration de. Tu vois, ça fait plaisir aux jeunes étudiants que j'étais qui se prenaient des mauvaises notes en mixage de se dire que ton prof de mixage sort tes albums 10 ans après, quoi. Ouais, c'est une belle reconnaissance.
On va parler de la scène à présent et du contact avec le public. Quels sont les projets musicaux que tu aimes faire vivre sur scène? Ben là, je fais pas mal de concerts ce mois-ci sous mon nom en tant que chanson. Tu vois, je joue tout seul avec. J'ai un looper, un ordinateur. Mon ordinateur lance des nappes de synthé et des beats électroniques. Et je loupe par-dessus de la basse et de la guitare. Et je chante. Donc, ça, c'est mon projet chanson que je joue maintenant au Canada. J'ai pas mal de shows, je t'avoue, je suis assez content. J'en ai 2 ce week-end, vendredi, samedi. J'en ai 4 la semaine prochaine. Mais j'ai aussi Tempelotium avec lequel je joue beaucoup. Tempelotium, ça a énormément de succès au Canada. Tu vois, tout le monde est assez, trouve ça assez génial ce qu'on fait, notre trio instrumental de musique zen. En plus, on joue avec des films. Donc les gens, ça les met vraiment dans un état d'esprit assez sympa. Voilà, le contact est complètement différent, faut savoir, entre la France et le Canada. Et le Québec, c'est assez choquant. Quand j'ai fait mon premier concert ici à Montréal, ben les gens posent leur bière, se tournent et t'écoutent. Et viennent te parler après de ce que t'as fait. Ce qui est totalement différent en France, où en fait, en France, l'expérience sociale prime sur le côté artistique. Tu vois, quand tu vas à un café-concert avec tes potes, c'est surtout une sortie entre potes, tu vois. Donc tu vas boire des canons, tu vas parler, tu vas fumer des clopes, tu vas écouter le concert, mais c'est secondaire. Alors que là, les gens vraiment écoutent ta musique et ça change pas mal de trucs. C'est assez agréable, quoi. Ouais, c'est un autre rapport à la musique en fait là-bas. Ouais, t'as pas besoin d'aller chercher les gens, t'as pas besoin de... Les gens sont là, t'écoutent et respectent ce que tu fais, et te disent merci à la fin. Ça, c'est dingue, quoi. Ouais, les gens te disent merci. T'es là, moi, genre, waouh. Voilà, il y a cette espèce de... Bon, c'est totalement différent la notion d'artiste ici en Amérique du Nord et en Europe, mais voilà, c'est assez cool pour ça. Quels sont les projets futurs sur lesquels tu es en train de travailler? Je crois qu'il y a un nouvel EP qui va sortir au mois de mai. Oui, oui, donc je travaille avec un label qui s'appelle Clack Records en ce moment, qui est un label français, qui a déjà sorti un de mes EP dans mes nuits avec Cécile. Il va en sortir un deuxième là qui sort le 5 mai qui s'appelle Astral. Et ces deux EP en fait sont extraits d'un album qui s'appelle Ex Tenebris Lux et qui devrait sortir normalement cet automne, septembre ou octobre. Après, ben là je bosse sur le deuxième album des Lesbian Speed Dating qui sera fini durant l'été, on a déjà fini la moitié. Et puis voilà, il y aura sûrement d'autres morceaux d'Oppenheimer's Elevators. J'ai enregistré la semaine dernière un nouvel album aussi avec Tempelotium. Donc voilà, de nouveaux projets, de nouvelles choses qui vont arriver très vite cet automne, cet hiver, en termes de production. Après, pas mal de concerts aussi. Je suis en train de chercher des dates pour l'automne, l'hiver. Puis voilà, donc toujours des projets musicaux, en fait, ça s'arrête jamais. Et là, je suis en train de nous diffuser un titre qui va bientôt sortir qui s'appelle Après l'amour, c'est ça? Après l'amour, ouais, le clip est sorti cette semaine. Tout ça sortira en digital le 5 mai. Donc effectivement, ta musique est à retrouver donc sur les plateformes. Et puis, tu as des supports physiques aussi pour retrouver ta musique ou c'est uniquement sur les plateformes? Ouais, j'ai quelques supports physiques, mais disponibles, voilà, de la main à la main après les concerts. J'ai quelques CD. Je réfléchis à sortir des vinyles, donc je cherche un peu des labels avec qui faire ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile transatlantiquement d'envoyer des vinyles parce que c'est fragile. Mais donc voilà, moi je suis très digital en fait. Je suis vraiment arrivé dans la musique au moment où est sorti Deezer, Spotify. Donc je suis assez pro-digital parce que moi c'est écologique. T'as pas à te balader avec plein de CD, les gens peuvent t'écouter dans le monde entier. Donc pour l'instant, c'est vrai que je mise. Voilà. T'as l'énorme inconvénient aussi d'être noyé dans la masse des artistes de Spotify. Mais t'as quand même voilà, cet avantage que voilà, quelqu'un va écouter par exemple cette interview, va vouloir écouter ma musique et en 2 secondes, il va me trouver. Et c'est vraiment. C'est un super avantage. Ouais, carrément. Donc du coup, j'imagine que tu écoutes la musique sur les plateformes. Et quel est le dernier artiste que tu as écouté récemment? Alors moi, en ce moment, je suis fan à fond de 2 artistes, c'est 2 pianistes. C'est Ania Rani, qui est une pianiste polonaise qui fait une musique, mais d'une beauté extraordinaire. Et je suis aussi un grand fan de Nils Fram. D'ailleurs, il passe à Montréal bientôt, il va essayer de trouver des places. Nils Fram, qui est un pianiste anglais et qui fait des choses. Voilà, il mélange piano, musique électronique, musique orchestrale. C'est vraiment incroyable. Donc, c'est vraiment ce que j'écoute un peu le plus en ce moment.
C'est de nouveaux artistes que j'ai découverts récemment et dont je suis très fan. D'accord, merci en tout cas pour ces coups de cœur. Alors Thomas, on a bientôt terminé cet entretien et avant de terminer, on va retourner si tu veux bien au pays des rêves. Alors c'est le petit jingle qui va bien. Hein. Ah, Sophie Marceau, la c'est ça, oui, mais ça on l'a tous, l'image, forcément. Alors après avoir évoqué tes rêves d'enfant en tout début d'interview, parle-nous de tes rêves aujourd'hui. À quoi ils ressemblent ? En fait, moi, je souffre d'un syndrome, tu vois, assez étrange. C'est que j'ai réalisé tous mes rêves d'enfant. Tous les rêves que j'avais quand j'étais petit, je les ai réalisés. Alors pas à l'échelle que j'espérais, tu vois, quand j'avais 8 ans, je voulais monter un groupe de rock avec mon meilleur ami. Et j'aurais voulu qu'on soit les nouveaux Beatles, mais non, mais on a quand même fait un groupe, on a quand même fait des concerts, on a fait 2-3 disques, c'était cool, tu vois. J'ai réalisé tous mes rêves d'enfant. Il me reste un rêve que j'ai pas encore réalisé, c'est aller au Japon. Je rêve d'aller au Japon, mais pas forcément pour visiter plein de trucs, je veux juste être perdu dans Tokyo. Je rêve de voir cette civilisation extrêmement technologique. À part ça, c'est vrai que j'ai un peu réalisé tous mes rêves, donc je suis assez heureux de ça. Et j'ai plein d'autres rêves, évidemment, tu vois, genre j'écris beaucoup de romans aussi, donc je cherche beaucoup à ce que mes œuvres littéraires soient publiées et prises au sérieux, mais je t'avoue que que dire, j'ai une vie assez merveilleuse, je suis papa depuis 7 mois, je vis à Montréal, j'ai pas trop à me plaindre, tu vois, j'ai réalisé tout ce que je voulais réaliser dans ma vie. Je sais pas pourquoi j'avais ça, j'avais une sorte de petit, tu vois, très petit, à 8-9 ans, j'avais une sorte de to-do list de trucs à faire et je les ai faits. Quand j'ai réalisé tout ça, j'ai eu une grande période de dépression aussi parce que que faire après, tu vois. J'ai réalisé tout ce que je voulais, donc de quoi je peux rêver, je sais pas. Mais c'est merveilleux aussi de pas savoir de quoi demain sera fait. Ça laisse aussi plein de surprises et c'est ça qui est merveilleux, tu vois, je me rends compte que en fait tout le sérieux qu'on rajoute à nos vies, tu vois, tout ce besoin de réussite est assez pervers en fait et nous détourne de la vraie existence. Quand je regarde beaucoup les enfants, les enfants qui ont entre 5 et 8 ans avant qu'ils soient pervertis par le grand capitalisme et la société moderne, j'aime beaucoup cette façon qu'ils ont de vivre sans se projeter, de vivre le jour présent et d'être entier en fait. Et je trouve qu'on perd cette magie très très vite et on est après dans ce besoin de réussite, de paraître et de moi j'existe, aimez-moi. Mais voilà, donc moi j'ai réalisé tous mes rêves d'enfant. Je veux pas mourir en ayant des regrets en me disant ah j'aurais aimé faire ça, j'aurais dû faire ça. Non, je l'ai fait et puis voilà. De quoi rêver? Alors voilà, c'est une bonne question. De quoi je rêve? Je rêve de littérature, je rêve d'écrire des bons bouquins, d'avoir un peu plus de succès. Tu vois, j'aimerais bien sûr vivre beaucoup mieux de ma musique. J'aimerais, je rêverais d'enseigner à l'université. J'ai plein de rêves comme ça. Mais sinon, c'est vrai que j'ai un peu tout fait, donc je suis assez content sur ce plan-là. Merci beaucoup, Thomas. Pour ce beau témoignage. Merci à toi, Pascal. Mais ce fut un vrai plaisir de te recevoir dans ce podcast et je te remercie beaucoup pour ta disponibilité. Ton univers musical est riche, empreint d'univers différents, d'influences dans lesquelles chacun pourra y trouver une référence, un son, des images ou des émotions. Alors bravo pour cette créativité qui me semble être en tout cas sans limite, j'ai l'impression, quand je t'écoute. Ouais, j'essaye un peu d'être sans limite, mais c'est pas facile. Voilà, en tout cas, si vous voulez écouter la musique de Thomas Simon-Sadier, évidemment, on le disait tout à l'heure, elle est disponible sur toutes les plateformes. Thomas, merci encore. Bonne continuation dans tes projets artistiques. À toi, Pascal. Mais je t'en prie. Et bonne chance pour la sortie de ce nouvel EP. Merci. Alors, chères auditrices et auditeurs, si vous ne connaissez pas encore l'univers musical de Thomas Simon-Sadier, allez faire un tour sur sa planète. Vous y trouverez sûrement un petit quelque chose à offrir à vos oreilles musicales. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à me laisser un petit commentaire aussi sur Apple Podcast. Les algorithmes adorent les commentaires et moi aussi. Enfin, on a parlé beaucoup des rêves dans cet épisode et je voudrais terminer celui-ci par une citation toute simple de Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore votre rêve ». Voilà Thomas, merci encore pour ta disponibilité et quant à nous, on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité dans un tout autre univers. En attendant, n'oubliez pas, dans mon micro, les artistes partent en live. À bientôt.